Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce premier webinaire de la semaine de la transition, de la semaine de la transformation organisée par Juliette Sterwen, dont la thématique est la transition. On a le plaisir d'ouvrir cette session avec une conférence en ligne autour des enjeux de la transition responsable au sein des organisations en lien avec l'IA et la mutation du monde du travail. Un sujet qui occupe beaucoup et qui questionne aujourd'hui et sur lequel nous allons revenir en détail avec nos intervenants. Je vous propose, pour laisser le temps aux uns et aux autres de se connecter progressivement, de présenter rapidement Juliette Sterwen et nos intervenants dans un premier temps avant de pouvoir organiser nos échanges. Très rapidement, Juliette Sterwen, qui donc organise cette semaine de la transformation, est un cabinet français qui intervient dans le domaine de la stratégie, de la transformation et de l'innovation à travers 4 grands domaines de savoir-faire et d'expertise qui peuvent s'assembler pour pouvoir répondre aux enjeux de nos clients, à la fois les enjeux de transformation métier, transformation humaine, transformation organisationnelle et transformation numérique, et qui permet effectivement, à travers ces différents leviers, de répondre aux problématiques auxquelles les organisations publiques comme privées sont aujourd'hui confrontées. On est un cabinet de près de 650 collaborateurs et avons le plaisir donc d'accompagner un grand nombre d'organisations de toute taille, de tout secteur, dans ce cadre-là. Peut-être revenir suivante sur Juliette Sterwen en termes de reconnaissance. Nous avons, que ce soit sur les aspects métiers, mais aussi à travers nos enjeux en termes d'entreprises responsables, un certain nombre de labels. Et comme on témoigne d'une certaine manière, ces conférences en ligne durant cette semaine, mais aussi un grand nombre d'autres travaux que nous publions, que nous produisons avec des acteurs type un certain nombre de comités ou d'instances professionnels. On investit beaucoup dans le domaine de la R&D avec des documents, des travaux qui sont largement partagés à l'image de cette conférence avec toutes les parties prenantes en libre accès. Et donc, nous avons le plaisir de pouvoir entrer dans le cadre de ce sujet, du sujet du jour, justement, dans une thématique qui, aujourd'hui, nous intéresse particulièrement autour de l'IA et du monde du travail. On va pouvoir passer 1 heure ensemble. N'hésitez pas, dans le cadre de cette conférence, de poser vos questions dans le cadre du chat qui doit être présent dans la plateforme. Nous allons essayer d'en prendre un certain nombre en fin de séance durant cette heure pour pouvoir essayer d'apporter des éléments de réponse sur cette thématique qui, je ne doute pas, suscitera beaucoup d'interrogations et de questionnements. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet désormais en vous présentant nos intervenants pour cette table ronde sur l'IA et la mutation du monde du travail. Franca Madinier, qui est donc membre du comité économique et social européen et secrétaire national de CFDT Cadre, qui donc témoignera à travers l'expérience qu'elle a vécue à la fois dans le cadre de son mandat de secrétaire national, mais aussi en tant que membre du CSE, sur cette thématique-là. Anka Bocock, qui est chercheur sociologue chez Orange Innovation. Et enfin, Olivier Senot, qui est directeur innovation chez DocaPost et qui pourra nous témoigner de la démarche qui a été engagée et qu'il a portée au sein de DocaPost dans le cadre de l'introduction de l'IA notamment. Pour compléter cette table ronde, et je vais passer la main très rapidement à Philippe Arcas, qui est donc directeur chez Juliette Sterwen, qui va nous donner le cadre de la réflexion avant d'échanger avec nos intervenants. Philippe, je te laisse poser le sujet de l'IA et de la mutation du monde du travail, de sorte à ce que nous puissions ensuite pouvoir échanger avec nos 3 intervenants. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, alors pourquoi est-ce que l'IA, finalement, c'est un beau sujet quand on parle des mutations du monde du travail en ce moment? Outre le traitement médiatique qui en est fait parfois avec un peu des clashs entre des discours de promotion de l'IA et puis des discours qui sont plus alarmistes, il y a quand même des particularités avec l'intelligence artificielle générative, dont on va essentiellement parler là aujourd'hui. C'est bien de ça dont il s'agit. Il y a des particularités vis-à-vis de l'introduction d'autres technologies. Là-dessus, alors, qu'est-ce que j'entends par là? Peut-être d'une part parce que l'arrivée de l'IA s'est fait à une vitesse, on l'aura un peu tous constaté, et suivant des modalités, ça aussi c'est important, qui relèvent du rarement vu. C'est-à-dire que dans de nombreux cas, il semble plus approprié peut-être de parler de disruption
que vraiment d'intégration de ces technologies. En tout cas, voilà, je reprendrai les mots d'Olivier lors de la préparation, Olivier Senot, qui nous disait que voilà, l'IA a fait un peu une entrée fracassante dans l'organisation. En tout cas, c'est intéressant de considérer que les deux points sont liés entre à la fois la rapidité de ce développement et ses modalités de diffusion de ces technologies. Parce que l'IA, c'est d'une certaine manière, c'est une technologie qui entre par la porte, mais aussi par la fenêtre. Pourquoi? Parce que avant 2022-2023, on avait peut-être plus une IA qu'on qualifie, que les chercheurs notamment qualifient de corporate, c'est-à-dire qui découlait de l'introduction par les directions, par les DSI d'outils d'IA. Ça concernait environ 1% des salariés et ce qui s'est passé depuis des salariés et puis voilà, des salariés dans les différents aspects de leur vie, c'est-à-dire en tant que travailleurs, mais aussi en tant que particulier, entre guillemets. Mais depuis 2022-2023, avec l'apparition des solutions grand public qu'on connaît tous, les ChatGPT et consorts, on a vu l'appropriation, et l'apparition surtout d'usages personnels de l'IA, y compris dans le cadre du travail. C'est la dernière enquête de l'ARCEP, donc l'autorité de régulation, qui fait état du fait que les personnes, donc y compris les salariés, voilà, on était passé d'une proportion vraiment limitée à environ 20% de personnes qui avait eu une utilisation de l'intelligence artificielle générative depuis 2022-2023 surtout. Alors tout ça se fait parfois en mode entre guillemets shadow, c'est le terme un peu consacré, c'est-à-dire en termes personnels et parfois dissimulé, donc à l'insu des DSI et des responsables. Et donc on a affaire à des usages moins structurés, parfois masqués, d'ailleurs assez dans la majorité des cas masqués, d'utilisation par les travailleurs eux-mêmes de ces technologies. En tout cas, on voit qu'elles rentrent vraiment par différents biais, par différents canaux dans les organisations, et ça vient bien entendu questionner le travail, son organisation, les besoins de développement des compétences, etc., etc. Donc, premier sujet. Peut-être deuxième point sur lequel je voulais revenir, d'une part, d'autre part, tout le monde est concerné. C'est-à-dire que c'est pas, c'est quelque chose qui, depuis quelques années, on parlait effectivement depuis le début des années 2010, d'une intelligence artificielle qui était très bonne pour intervenir sur des tâches répétitives. C'est un peu ce qu'on a lui confier sur des choses plus routinières. Or, ce qui apparaît dans les travaux récents, Laboria a quand même pas mal contribué à la diffusion de ces travaux là récemment, donc cette mission gouvernementale qui a étudié les impacts de l'IA sur le travail, ils ont montré, enfin, et en s'appuyant sur vraiment d'autres travaux là aussi, que l'IA a beaucoup progressé, mais sur des tâches cognitives de haut niveau et pas seulement répétitives. Donc en fait, on s'est retrouvé avec des outils qui étaient somme toute pas tout à fait là où on les attendait en 2022, 2023, en tout cas tels qu'ils ont évolué depuis 10 ans. Donc désormais, qu'est-ce que ça veut dire ça finalement, que l'IA a progressé sur des tâches cognitives de haut niveau? Ça veut dire que non seulement les tâches répétitives et les professions qui étaient plutôt du domaine de l'administratif ou de la production étaient concernées, mais de plus en plus aussi des classes, des cols blancs, entre guillemets, les managers, les dirigeants, les ingénieurs, qui sont eux aussi impactés par l'apparition de ces nouvelles technologies. Donc là, on peut dire qu'il ne s'agit pas à la fois alors, d'une révolution par type de secteur d'activité et pas davantage donc par niveau de qualification ou de responsabilité spécifique. C'est l'intelligence artificielle s'applique quand même à un grand et un large spectre de métiers et de postes. Et pour terminer, vraiment cette première introduction, c'est se dire finalement l'impact que cette intelligence artificielle a sur le travail. Euh, on insiste de moins en moins, parce qu'au début, on avait quand même pas mal agité le spectre du remplacement par l'IA des emplois et du travail humain. On est moins désormais sur cette logique de substitution de l'homme par la machine, et je laisserai en cas Boboc en parler bien mieux que moi. Mais néanmoins, on a une intelligence artificielle générative qui a des impacts cruciaux sur le travail, sur ses contenus, sur son organisation. Euh, donc, parmi les questions qui sont posées, aussi, je passerai un peu la main en cas, mais comment est-ce que le travail se déplace-t-il? Quelles sont les nouvelles tâches qui relèvent de l'humain et de la machine? Est-ce que ces technologies vont aider à corriger des inégalités entre les salariés, par exemple? Est-ce à aider les moins qualifiés, les moins expérimentés à combler leur manque? C'est des questions qu'on peut se passer. Est-ce qu'on va vers une logique de travail augmenté, où l'humain délègue des tâches à faible valeur ajoutable pour se spécialiser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée? Et puis, de l'autre côté, au revers de la médaille, c'est est-ce qu'on doit craindre aussi que l'IA soit synonyme, pourquoi pas, de perte d'autonomie par rapport à la machine ou à l'humain, qu'il ne ferait plus que vérifier finalement les travaux de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il va y avoir un processus de concentration du travail humain sur des tâches qui soient les plus complexes, ça, et donc finalement ce qui rend le travail plus exigeant, peut-être même plus épuisant. Difficile à dire, mais en tout cas,
qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est cette incertitude qui est, et c'est cette incertitude probablement sur les manières de se transformer, sur la manière d'intégrer ces technologies, qui rend plus nécessaire que jamais l'importance d'échanger un peu dans des configurations comme celle d'aujourd'hui, sur les observations, sur les expériences, sur les transformations qui sont en cours. Et comme ça a été relevé dans le récent rapport alors, dont Franca, justement, a été une des co-autrices, une ambition pour la France, des transformations sur lesquelles il est particulièrement important aussi de se pencher sous l'angle du dialogue social. Donc j'en dirai pas plus pour cette introduction, mais vous l'aurez compris, c'est quand même un très beau sujet et un sujet complexe à manier au sein des organisations, depuis les organisations, quand on est un chercheur passionnant à étudier, et puis aussi, bien entendu, quand on est un représentant de salariés, on voit bien avec tous les enjeux que ça peut brasser. Et là-dessus, je cède la parole à Nicolas. Merci Philippe et bienvenue donc à tous. Franca, Anka et Olivier, on vous a pas encore vu, mais vous êtes bien avec nous. On peut peut-être comme ça voir effectivement dans le cadre de la présentation. Notez effectivement, hein, tu parlais de spécificité concernant l'intégration de l'IA et tous les enjeux que ça pose. On va pouvoir échanger avec nos intervenants autour peut-être de deux thématiques. La première, plus sur les éléments d'état des lieux qui concernent le déploiement de l'IA dans les organisations et la façon dont l'IA se déploie en entreprise, de pourquoi elle est utilisée, dans quel périmètre, dans quel objectif, et ce en quoi ce déploiement a des spécificités. Et puis, on aura un deuxième temps d'échange dans le cadre de notre conférence sur les solutions qu'il est possible de mettre en place pour rendre ces transformations notamment plus inclusives, plus discutées dans le cadre de formes de dialogue et de gouvernance qui sont aujourd'hui à construire au sein des organisations. Pour commencer sur cette première séquence autour de l'état des lieux du déploiement de l'IA dans les organisations et avec les salariés, je propose de commencer un témoignage avec Olivier qui a pu mettre en place dans le cadre de son rôle de directeur d'innovation au sein de DocaPost un déploiement de l'IA au sein de l'entreprise. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de votre invitation. Ravi d'être parmi vous. Enchanté effectivement d'avoir votre témoignage. Alors Philippe l'évoquait tout à l'heure dans son introduction, quand on a eu échangé ensemble, vous avez évoqué le fait que l'IA a fait une entrée fracassante dans votre entreprise. Que vous pouvez nous dire en quoi cela a été spécifique peut-être par rapport à d'autres déploiements, d'autres solutions, d'autres outils, d'autres processus de transformation numérique qui sont rentrés chez DocaPost? Ouais, comme tout le monde, on a vu en novembre 2022, c'est-à-dire qu'il y a presque 2 ans, arriver l'IA générative, pas que dans l'entreprise, à titre personnel aussi. Et on l'a vu arriver, et c'était la première fois que ça se passait dans l'histoire récente de l'humanité, à une vitesse qui dépasse de plusieurs fois en facteur toutes les autres innovations. Et la deuxième caractéristique, c'est que c'est arrivé partout en même temps, c'est-à-dire dans tous les métiers de l'entreprise en même temps. Dans l'introduction, on parlait de Shadow IT pour utiliser l'IA à tous les étages de l'entreprise. C'est exactement ce qu'on a voulu éviter parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser ce type d'outils sans contrôle et sans surtout formation. Donc la première chose, ça a été de former les salariés à qu'est-ce que l'IA, de déployer ensuite une IA générative qui était contrôlée. Et le troisième aspect qui a été mis en place dès mai 2023, c'est d'évaluer quels étaient les potentiels d'augmentation de productivité grâce à cet outil. Parce que là aussi, pour répondre à votre question, c'est un outil qui permet d'augmenter la productivité à tous les étages de l'entreprise, que ce soit du marketing, de la communication, et on l'a vu avec un certain nombre de grands acteurs de la com qui ont remplacé leurs mannequins par des IA génératives, on peut en discuter. Mais ça touche évidemment les RH, ça touche les développeurs. Nous, chez DocaPost, on est une filiale numérique du groupe La Poste, donc on a un très gros environnement de développement pour nos clients. L'IA générative peut également apporter de la productivité dans ce domaine-là, au même titre que dans le domaine du cash management, du juridique, etc., etc. Donc, pour répondre à la question, contrairement au reste, il y a deux facteurs qui sont très, très différenciants. Le premier, c'est son arrivée rapide, massive à tous les étages et pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Et la deuxième, c'est que c'est quelque chose qui est arrivé sans apprentissage.
pour 99% de l'entreprise, l'IA générative, ils ne l'ont ni étudié en académique, dans leur prépa ou dans leurs écoles, ils ne l'ont pas étudié en formation continue au sein de leur entreprise durant leur carrière, et personne ne leur a expliqué comment fonctionnait l'IA générative, quelles étaient les limites, quelles étaient les potentiels ou les potentialités liées à cette nouvelle technologie. Et donc, c'est arrivé, ces deux facteurs-là font que l'arrivée a été un peu fracassante dans les entreprises. Le troisième aspect, c'est que vous l'avez dit, enfin, ça a été dit dans l'introduction, est-ce qu'on va perdre des compétences? Est-ce qu'on va changer nos habitudes? Est-ce qu'on va être dépendant de la technologie? Ça, on pourra y répondre dans quelques années. Ce qui est certain, c'est que la technologie est là et elle ne disparaîtra pas. Donc, nécessairement, les entreprises devront soit s'adapter, soit mourir. Je vous donne juste une petite anecdote. Les cabinets d'avocats dans le common law, hein, donc dans le monde anglo-saxon, qui n'ont pas embrassé l'IA générative en 2023 ont disparu en 2024, puisque le common law étant basé sur la mémoire et la capacité de lien entre les différentes affaires, forcément, donc aujourd'hui, 100% des cabinets d'avocats américains sont dotés d'outils d'intelligence artificielle générative pour traiter leurs affaires. Donc on voit bien là que c'est rentré dans l'entreprise de manière fracassante, puisque je vous rappelle que c'est arrivé en 2022, on est en 2024, et sur un corps de métier que sont les avocats, c'est 100% du marché qui a été couvert par l'IA générative. Donc je pense que là, on est face à une révolution, une disruption, comme ça a été dit aussi dans l'introduction, qui est massive et qui s'adresse à l'ensemble de l'entreprise et pas uniquement à l'innovation. Et ce n'est pas du tout un projet SI, ce n'est pas du tout comme ça que c'est arrivé. C'est un projet métier, c'est un outil au service des métiers. La différence par rapport aux autres projets qu'on a vu arriver dans l'entreprise, c'est que c'est un outil qui s'adresse à tous les métiers de l'entreprise. Oui, on entend bien effectivement entrée massive et rapide. On entend aussi effectivement l'enjeu derrière de l'impact que ça a à tous les étages de l'entreprise, hein, de l'IA. Peut-être par rapport à la façon dont vous l'avez justement déployé, quelles questions ça a pu poser en termes d'enjeux à traiter, notamment par rapport à des principes de responsabilité, d'éthique, hein, qui sont sous-jacentes à ce déploiement et aux enjeux derrière l'IA, notamment générative. Alors, pareil, de novembre 2022 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions. La première chose, c'est l'apprentissage. Comprendre comment ça fonctionne, comprendre les limites, comprendre les biais et comprendre un petit peu 100% de ce qu'est l'IA générative, pas sur le plan technique, mais sur le plan métier. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au départ. On a formé tous nos collaborateurs sous forme de webinaires, sous forme de sessions présentielles sur qu'est-ce que l'IA générative et ce que l'on va pouvoir en faire. Sur le volet techno, donc voilà la technologie, comment elle fonctionne, voilà ce que ça peut permettre pour les RH par exemple. Ensuite, on a créé des équipes, des squads un petit peu restreintes avec des volontaires pour étudier comment cette IA pourrait les aider dans leurs tâches au quotidien. Et là, on commence à avoir des débuts de réponses sur est-ce que ça va remplacer l'humain? Définitivement, je pense qu'on peut dire non. C'est pas l'idée. Par contre, celui qui ne sera pas augmenté par l'IA générative risque effectivement un déclassement par rapport à l'employé qui utilise l'IA générative. Ça c'est assez consensuel dans l'industrie de se dire que c'est un outil dont on ne peut pas se passer aujourd'hui ou dont on ne pourra pas se passer à l'avenir. Il y a eu un point très important puisqu'en tant que filiale du groupe, La Poste, on a dans notre ADN à la fois l'éthique et l'équité. Donc savoir est-ce que tout le monde peut avoir accès, est-ce que ça va générer un biais éthique ou est-ce que ça va générer une différenciation de traitement. Donc ça, c'est des points sur lesquels on est extrêmement attentif. Puis un troisième point qu'on n'a pas abordé mais qui est pourtant quand même assez essentiel, qui est la cybersécurité. Qu'est-ce que cet outil va avoir comme impact sur la sécurité de mon système d'information global? On l'a vu avec la petite affaire Samsung qui a fini par donner à OpenAI sa stratégie marketing qu'on a pu ressortir de ChatGPT quelques semaines après. Donc ça, c'est une vraie illustration, mais la même question se pose pour les données personnelles. Comment est-ce que je traite
les questions qui sont posées à l'intelligence artificielle générative et qui comportent des données personnelles, de façon très souvent bien involontaire, hein, même si tout le monde est sensibilisé au fait qu'il ne faut pas poser des questions avec des données personnelles dans les environnements d'IA générative, ça échappe à tout le monde sans volonté de nuire. Et donc ça, il faut pouvoir le contrôler, il faut pouvoir le traiter, l'analyser en temps réel et avoir une action en temps réel sur ce type de déviances qui peuvent arriver. Ensuite, on a un troisième point qui est la perception de l'IA générative par les employés. On en parlait au début. L'IA générative va me remplacer. Donc ça, on a tordu le cou assez rapidement, puisque plutôt que de remplacer, c'est d'augmenter la productivité. Et en augmentant la productivité, on augmente la productivité globale de l'entreprise qui permet de rester positionné ou de prendre de l'avance sur le marché par rapport à ses concurrents. Donc ça c'est l'idée que ça va remplacer l'humain est assez balayée, du moins dans nos métiers, même si je sais que dans d'autres métiers, la question est beaucoup plus complexe à répondre. Un quatrième point qu'on n'a pas évoqué, c'est quid de la réglementation. Parce que discuter avec ChatGPT, c'est très satisfaisant. Ça peut largement augmenter le salarié qui l'utilise dans sa rapidité d'exécution de tâches, mais aussi dans sa qualité. On a déployé des systèmes chez nos clients pour améliorer la rédaction des mails. Donc là, on est sur du qualitatif parce que le client souhaitait avoir plus de qualitatif dans la rédaction par rapport à ce qui existait. Donc on augmente l'humain, mais réglementairement, quel est l'environnement? Donc là, ça reste encore un tout petit peu flou. On a des tonnes de réglementations qui ont été votées ou qui sont encore en cours. Il y a notamment dans les arts créatifs, enfin dans l'environnement créatif, marketing, com, on est encore dans un petit flou où on ne sait pas exactement où on met les pieds quand on utilise l'IA générative. Dans le RH, on a étudié de façon un peu importante quel était l'impact, comment est-ce qu'on pouvait utiliser l'IA dans les RH. Donc il y a un certain nombre de tâches qui sont des tâches répétitives dont vous avez parlé, qui peuvent être confiées à l'IA, et des questions sont posées. Des questions comme est-ce que le premier entretien de recrutement, quand on en a 4 ou 5, et qui consiste à faire passer un test à un développeur pour savoir s'il répond aux qualifications que l'on a demandées, est-ce qu'on peut la remplacer par une IA ou pas? Et déjà une vraie première question, et la perception que les candidats pourraient avoir par rapport à ce remplacement. Alors, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas encore bordé juridiquement l'ensemble, mais il y a une question juridique évidemment abordée, il y a une question éthique et de placement sur le marché. D'autres sociétés le font, hein, ils font même les deux premiers entretiens, celui du test et celui ensuite de la personnalité, directement avec des IA. Est-ce que d'un point de vue éthique, on peut aller dans cette direction? C'est une vraie question qu'il faudra trancher. Pour l'instant, nous n'y allons pas parce que voilà, c'est peut-être encore un petit peu jeune, mais c'est des vraies questions qui vont derrière découler sur que va faire le RH demain si une partie de ces tâches sont prises en charge par l'IA générative. Et en réponse à cette question, vous disiez tout à l'heure, il va pouvoir réaliser des tâches plus complexes. Je ne suis pas certain que ça soit la complexité qui soit le déclencheur et la clé de séparation entre l'IA et l'humain. Par contre, dans l'entreprise ou dans la société civile, on a un besoin de contact humain qui n'a pas de complexité technique ou de skills, mais qui est simplement un besoin d'avoir un contact humain, un besoin d'empathie, un besoin de relation humaine qui ne s'effacera pas, et particulièrement dans l'entreprise, la relation humaine entre la RH et les salariés va pouvoir être remise sur le dessus de la pile comme priorité et comme activité numéro un, comparativement aux tâches répétitives qui vont pouvoir, elles, être confiées à l'IA générative. Donc c'est un petit peu comme ça que nous, on voit se dessiner l'avenir. J'espère que je vais avoir des contradicteurs autour de la table.
Tout à fait. Non, mais merci beaucoup, Olivier. C'était effectivement intéressant. L'expérience qui a été mise en place et qui continue d'ailleurs au sein de DocaPost, hein, effectivement, mais avec des transitions qui ont déjà été engagées depuis 2022. Vous avez souligné la rapidité, le fait qu'effectivement, il touchait un large spectre de métiers. On parlait aussi derrière d'une réglementation et plus globalement d'ailleurs d'un cadre qui reste encore relativement à stabiliser. Je vais proposer à Franck et à Anna d'ouvrir un petit peu effectivement par rapport à leur prisme respectif, ce regard autour de la mise en place effectivement de l'IA dans les organisations et l'impact qu'elle a sur le travail. En cas, on évoquait plus particulièrement tout à l'heure le fait que on a beaucoup focalisé dans un premier temps sur les risques de perte d'emploi. Aujourd'hui, dans le cadre de vos travaux de recherche, vous avez souligné au contraire, ou tout du moins que l'IA déplace plutôt le travail, sa répartition au sein des équipes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus effectivement ces éléments et surtout quel type de tâches sont finalement plus particulièrement concernées par ces déplacements tels que vous l'avez instruit dans vos travaux? Merci Nicolas. Donc bonjour déjà à toutes et à tous. Pour mieux répondre à la question, peut-être deux éléments en préambule. Déjà, autour du numérique, je suis en tant que sociologue du travail, des organisations, voilà, intéressée à ces sujets-là. Autour du numérique, on a toujours eu des discours très forts, prophétiques, normatifs, et on les trouve aussi avec l'IA. L'IA va nous faire gagner du temps, l'IA va nous conduire à réduire des coûts, à diminuer des risques, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas l'outil qui fait les outils peuvent avoir aussi bien des effets positifs, négatifs. Ce qui est important, c'est notre manière de nous organiser avec ces outils, autour de ces outils. Donc, on est dans des systèmes socio-techniques complexes où l'outil n'est pas le tout. Donc, voilà, cette histoire de déplacement des tâches implique nécessite à réfléchir à toute cette partie d'organisation du travail autour de l'IA. Donc, c'était un premier point. On est dans des systèmes socio-techniques complexes où le travail, ce qu'on fait avec l'outil, compte autant que l'outil en soi. Deuxième point, oui, on a des outils de plus en plus complexes. Donc, typiquement, avec l'IA, on a vu le passage de l'IA symbolique avec des méthodes de l'IA qui s'appuyaient sur la logique à une IA connexionniste qui s'appuie sur des calculs probabilistiques, voilà, qui essaye d'imiter des processus mentaux. Mais typiquement, dans ce cas-là, parfois, même les concepteurs n'arrivent à très bien comprendre les algorithmes. Donc, ce qu'on peut maîtriser déjà très bien, c'est la qualité des données avec lesquelles on va alimenter ces algorithmes. Et typiquement, par rapport à ce petit constat, il y en a plein, on peut discuter de tas de facettes, mais par rapport à ce constat, ça implique aussi, typiquement, d'avoir des équipes qui vont entraîner l'algorithme avec des données de qualité par rapport à un contexte local, par rapport à ce qui nous intéresse. Ça génère des nouvelles tâches d'encodage, de vérification, de contrôle. Donc, on a souvent des coûts cachés, même des externalités négatives, d'où l'importance de voir le système socio-technique dans son ensemble, pas que l'outil qui effectivement ne cesse d'évoluer, mais aussi cette organisation du travail autour de ces outils tels qu'ils sont mis en place. Non, c'est très clair, effectivement. Donc, ce que vous dites, effectivement, il y a une forme de déplacement un peu de ces activités. Il faut bien prendre ça dans son environnement global. Quelles sont aujourd'hui les conséquences que vous observez par rapport à ces déplacements et sur l'apparition finalement de nouvelles tâches, de nouvelles activités qui sont générées par l'IA auprès des salariés ou des collectifs de travail? Mais justement, il est vraiment important d'être conscient de toutes ces évolutions du travail qui sont générées à côté. Donc, être conscient, ça veut dire aussi les observer, les analyser et surtout en discuter localement par rapport à des tensions que l'outil peut générer, des problèmes qu'il peut poser pour effectivement essayer de jouer aussi bien sur l'outil, sur l'adaptation de l'outil, des données, peut-être même de l'algorithme, de modification de l'algorithme. Et comme je disais, ce sont des algorithmes qui sont complexes, c'est moins évident de le faire.
mais aussi sur cette partie plus organiser le travail. Et pas que, parce que parfois, on n'est pas toujours en équipe autour d'un outil. On peut aussi l'utiliser à titre individuel et ça suppose aussi des évolutions de compétences. Le risque, c'est de ne plus pouvoir garder l'œil sur la machine, ne plus pouvoir réagir lorsque l'on constate des anomalies, des biais, parce que dans ces données qu'on donne à l'algorithme, il y a bien sûr des biais et par ailleurs, ce sont des données qui sont cantonnées. C'est une base de données qui est finie alors que la réalité nous dépasse toujours. D'où l'importance de, certes, s'appuyer sur ce que la machine peut nous envoyer, nous donner comme idée, mais aussi être capable de voir lorsque la machine commence à poser problème. Et des risques, les risques sont nombreux sur la surconfiance dans l'algorithme, sur la perte de confiance dans l'algorithme, sur la fragmentation des tâches que peut engendrer au travail. Mais voilà, l'idée étant, regardons le travail au cas par cas, dans des contextes très, très locaux, l'ensemble d'acteurs qui sont mobilisés par ces outils ou qui sont amenés à utiliser ces outils. C'est très clair. Merci, Anka. Je vais poursuivre avec Franca, bonjour Franca, pour pouvoir avoir peut-être aussi votre regard à la fois dans le cadre des échanges que vous avez avec les salariés, avec les représentants au sein de la CDT4, mais aussi avec d'autres syndicats européens, pour votre regard justement sur les impacts que peut avoir l'IA, sur l'organisation du travail, sur les salariés, en regard des interventions d'Olivier et d'Anka. Quelles sont vos premières réactions? Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité à ce débat. Alors, peut-être la première chose, mais c'était un petit peu dit aussi par Olivier et Anka, c'est le fait que c'est une technologie, celle qu'on connaît aujourd'hui, IAG, et je parle d'IA générative en particulier, qui est rentrée de manière cachée. Et donc, nos cadres à la CFDT nous ont dit, mais moi, je l'utilise pour faire des présentations lorsqu'on est formateur, par exemple, ou pour recueillir l'analyse des documents, pour préparer un support PowerPoint, etc. Et donc, ça m'est assez utile. C'est aussi amusant. Donc, il y a toute une phase de jeu, d'expérimentation et qui est assez agréable, je dirais, pour ces cadres. Je parle notamment de nos adhérents cadres. Et en même temps, donc l'ambivalence, comme toute technologie, on peut en faire de bonnes choses, mais ça représente des opportunités, bien évidemment, à nous donc de cueillir surtout les occasions et les opportunités. Ça représente aussi des risques et les mêmes cadres qui s'amusent, qui jouent, qui l'utilisent déjà, parfois sans l'autorisation, entre guillemets, de la direction, disent, ben, on voit aussi la perte d'autonomie, ou bien la délégation, la facilité, et en même temps l'incapacité à avoir un regard critique par rapport même aux résultats. Donc, on sait qu'il y a génératif fait des choses bluffantes, mais en même temps, parfois, et même souvent, c'est même inhérent, elle peut faire des erreurs. Je ne vais pas utiliser les termes anthropomorphiques d'hallucination, mais enfin, voilà. Donc, comment on maîtrise ces outils qui sont arrivés très vite, qui sont arrivés dans un usage très facile. Hein. D'ailleurs, je rappelle le chat GPT, les mots chat, c'est la conversation. Donc, c'est aussi la facilité. Je te pose une question, pour l'instant écrite, et j'obtiens une réponse. Donc, vous voyez, c'est aussi voilà, des inquiétudes et en même temps un certain enthousiasme, au moins au début. Et après, derrière, on a dit, Olivier disait, on a tordu déjà les stéréotypes ou l'hypothèse de perte d'emploi. Je pense qu'elle n'a pas disparu. La perte d'emploi. Est-ce que l'IA va me remplacer? Elle est très présente, par exemple, dans certains secteurs et dans
des collègues journalistes ou créatifs dans les domaines de la communication, etc. Donc, il se pose quand même aussi les questions d'emploi. Et moi, je dirais une chose qui semble un peu simple, mais sur laquelle je nous invite à réfléchir. L'essentiel de l'utilisation d'un déploiement d'un outil ou d'une technologie, c'est qu'est-ce que nous voulons en faire et qui participe à ce débat de la finalité. Parce qu'il peut y avoir la chose plus à court terme, gains de productivité, qui peuvent aussi se traduire par des réductions d'effectifs. Ou bien, est-ce qu'on utilise un outil d'IAG qui peut m'enrichir et je l'utilise de cette façon. Donc, il y a des exemples très intéressants d'ailleurs. Par exemple, dans le monde de call center, des centres d'appel, on peut utiliser l'expérience d'un bon conseiller client, un très bon expérimenté, pour capter cette connaissance à travers la machine et la mettre au bénéfice du nouveau recruté. Vous voyez que là, la finalité n'est pas je remplace ou je ne recrute pas. Non, j'embauche et je fais croître rapidement. Donc, je réduis même des inégalités entre les très bons et celui qui vient d'arriver avec l'aide de cette connaissance qui est mise à contribution et donc qui est partagée pour, je dirais, plus de prospérité. Donc ça, c'est un exemple, hein, mais on peut les prendre dans beaucoup de domaines, l'enseignement. Voilà, les élèves moins favorisés ou qui ont plus de difficultés d'apprentissage, comment je peux mettre à disposition les savoirs, ceux qui connaissent plus, mieux, pour faire augmenter et évoluer et avec une logique d'apprentissage personnalisée, par exemple. Vous voyez, sur plein de domaines, on peut se poser la même question. Donc, d'abord, qu'est-ce que nous voulons en faire? Et je pense voilà, que c'est quand même la question cruciale que doit traverser nos sociétés, mais aussi le monde du travail et qui doit un petit peu être l'orientation et le guide des entrepreneurs. Devraient choisir des outils qui peuvent compléter l'homme plutôt que de les remplacer. Les chercheurs en technologie ou les chercheurs dans ces domaines devraient privilégier plutôt la recherche orientée à des outils qui complémentent l'humain et pas qui les remplacent. Et les politiques publiques peuvent aussi être, bien évidemment, favoriser certaines tendances plutôt que d'autres. Voilà, et tout ça, il faut les mettre en débat, et dans une entreprise ou dans une organisation, les débats se passent à travers les dialogues. Parce que vous l'avez dit, Olivier, ça rentre par les métiers. Donc, par les métiers, ça veut dire qu'on impacte directement l'activité d'un travailleur. Et donc, il est normal que ces travailleurs puissent expérimenter, aussi dire, mais est-ce que je veux cet outil? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je l'accepte pour ce qu'il va faire? Ou comment se répartit les tâches demain? Moi, je peux faire autre chose, je vais faire autre chose, mais comment on négocie aussi cette relation et complémentarité avec la machine et l'humain? Merci Franca, effectivement, ce que vous soulignez, c'est la nécessité d'être très clair sur les finalités qu'on poursuit et derrière, on va trouver énormément, effectivement, de manières de pouvoir envisager l'utilisation de l'IA et c'est à nous de s'emparer, et notamment dans un cadre de gouvernance et de dialogue, des possibilités que l'IA peut offrir pour que ça soit au bénéfice de tous. Et ce que j'entends aussi à travers vos propos, que on n'est pas uniquement dans une logique de substitution, mais bien aussi, effectivement, de création de valeur, d'apport, et notamment en appui du travail de chacun. On a commencé à parler d'ailleurs dans les échanges avec vous sur dans le déploiement de l'IA, sur tous les enjeux, nouvelles pratiques à développer, et notamment le cadre d'action dans lequel on peut les développer en termes de gouvernance, en termes de dialogue avec les salariés, avec les équipes. Peut-être revenir sur Olivier par rapport à votre expérience et plus spécifiquement lorsque vous avez déployé l'IA au sein de Docapos, les enjeux auxquels vous vous êtes attelés, notamment pour les tâches qui des processus RH et dans lesquels vous avez pu mobiliser l'IA. Comment avez-vous pris en compte cette démarche dans le cadre, notamment, vous parliez de réglementation tout à l'heure, d'ailleurs, de l'IA Act, qui est encore un peu jeune. Comment avez-vous adressé le sujet?
Alors, on l'a adressé à travers plusieurs prismes. D'abord, le prisme de la technologie. Est-ce que la technologie était efficace pour le métier du RH? Donc, ça a fait l'objet d'un certain nombre de tests qui ont permis voilà, de déterminer un niveau d'accuracy dans l'utilisation de l'IA générative. Alors, je vais apporter une toute petite précision. On est sur un très gros projet interne d'utilisation de l'IA générative RH, mais il n'est pas déployé encore, hein. On a déployé une vingtaine de projets métiers internes à l'entreprise en 2023-2024, mais pas celui du RH, justement parce qu'il y avait cette nécessité de prendre en compte un certain nombre de paramètres qui n'étaient pas forcément présents dans les autres métiers, notamment le paramètre éthique. Et je vais en profiter, alors ce n'était pas comme ça que c'était prévu, mais tant pis, je vais casser un peu votre plan. Je vais en profiter pour répondre en partie à une question qui a été posée sur l'empreinte écologique de l'IA générative, parce que c'est une question que l'on s'est posée également. Il est indéniable que l'IA générative a une énorme empreinte écologique, hein, qu'il va falloir prendre en compte à un moment ou à un autre, et du coup de la pertinence de l'IA par rapport à cette empreinte écologique et par rapport à la valeur ajoutée prononcée par l'IA versus ne pas l'utiliser. Donc ça a été un point clé. Et dans le domaine RH, il y a un certain nombre de métiers sur lesquels on s'est dit, là, il y a une réelle valeur ajoutée d'utiliser l'IA. Je vous donne un exemple parmi d'autres, c'est le matching candidature poste, avec au préalable une anonymisation, une randomisation de façon à avoir une approche la plus éthique possible, malgré l'utilisation de l'IA générative. Ou plutôt, grâce à l'IA générative, on a les outils qui nous permettent de faire une randomisation efficace, une anonymisation efficace pour faire un matching ensuite entre profil et poste. Donc voilà, c'est un des exemples qui, là aussi, sur la balance empreinte écologique, efficacité, et je pense qu'il y a un troisième pilier à prendre en compte dont une personne a fait mention, qui est effectivement survivre par rapport à nos petits camarades qui vont utiliser l'IA, et notamment nos camarades européens et américains, de survivre dans ce marché, puisque on l'a vu aux US, hein, celui qui n'utilise pas l'outil finit par mourir parce qu'il est déclassé, il est moins productif, moins efficace que son concurrent. Donc, tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte. Appliqué au RH, il y a un autre composant qu'on a regardé et qui est extrêmement important. On a parlé de la pertinence, on a parlé de la perception, on a parlé de l'éthique. Il y a un point important, c'est l'acculturation. Alors, l'acculturation de nos équipes, parce que nos équipes ont une acculturation suffisante pour utiliser ces outils, mais l'acculturation des candidats. Et moi, je suis parrain d'un certain nombre d'écoles d'ingénieurs sur des masters plutôt informatiques. L'IA générative, ils la connaissent, bien évidemment. Quand on fait un sondage, est-ce que vous accepteriez d'être recruté par une IA générative à la place d'un RH? On a un clivage très fort, 50-50 à peu près, entre des étudiants. Donc, c'est des gamins qui ont entre 22 et 23 ans. Et le clivage est extrêmement important, d'où le fait que la question ne soit pas tranchée sur la pertinence d'utiliser une IA dans le recrutement, par exemple. Ensuite, il y a d'autres volets qui sont un peu plus internes à l'entreprise qu'on a étudiés, notamment la progression de carrière. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour aider, favoriser, cartographier les progressions de carrière? Donc ça, c'est un gros chantier parce qu'il est évidemment multiparamétrique et avec des paramètres qui sont en plus des variables et non pas des constantes. Donc voilà, c'est un environnement beaucoup plus complexe, mais qui doit nous permettre d'avancer et d'offrir aux salariés une expérience de carrière qui soit à la hauteur de leurs attentes et qui soit par cet outil, et Anka l'a très bien dit, c'est un outil, c'est ce que nous en faisons qui va faire la différence. Et c'est en utilisant à bon escient cet outil
qu'on va pouvoir faire aussi progresser la marque employeur en termes de progression sociale, de progression de carrière, de progression salariale, d'équilibre homme-femme, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'utilisation de l'outil qu'on a questionné. Est-ce que cet outil est un bon outil pour améliorer un certain nombre de points? Donc, voilà un petit peu comment on l'a abordé côté RH pour délimiter ensuite les projets que l'on va dérouler. Parfait, oui, c'est très illustrant. Et dans le cadre des process RH notamment, mais peut-être aussi plus largement, quel dispositif vous avez pu mettre en place de dialogue avec les salariés, l'impact de l'IA et quels sont les espaces de travail, d'échange et comment voyez-vous qu'ils puissent évoluer dans le temps? Alors, on est au tout début, donc j'ai laissé l'ARH, moi je suis à l'innovation, donc le dialogue social, je le laisse à ma petite collègue de l'ARH, ça c'est pas mon métier, et je voudrais surtout pas empiéter dessus. Par contre, dans le cadre de l'innovation, le premier point qui est l'acculturation, donc on a mis en place plusieurs espaces. L'espace formation, j'en ai parlé, on a des dizaines d'heures de formation interne autour de l'IA générative. On a des espaces qui se réunissent plusieurs fois par an à grande échelle, donc c'est toute l'entreprise qui est conviée pour parler d'IA générative, parler des projets, etc. On a monté 2 cellules spécifiques, une d'expertise technique, une d'expertise projet, sur la base du volontariat pour expérimenter. Et je peux prendre un exemple qui fait un peu école parce qu'on l'a présenté à plusieurs reprises et il fait vraiment école. Euh, un projet de SEO augmenté. Donc le social manager a été augmenté grâce à une IA qui a été particulièrement tunée pour lui permettre d'augmenter le nombre de postes, d'augmenter la qualité des postes, d'augmenter son activité. On a quasiment dédoublé ce SEO manager grâce à l'IA générative. Et ça, on l'a fait dans un environnement de transparence et dans un environnement de volontariat. Donc les personnes qui viennent et qui peuvent être percutées par ce métier ou qui vont devoir agir avec l'IA générative pour leur métier sont des personnes exclusivement volontaires. Évidemment encadrées par le juridique, puisque y a des questions de RGPD, etc. Et puis ensuite, derrière, là, on est en train de traiter au niveau RH sur le dialogue social pour voir comment l'introduction de l'IA générative, je vous donne un exemple très simple sur lequel on travaille actuellement. Si on met en place un chatbot à destination des salariés, donc exclusivement interne, qui soit un chatbot capable de répondre de façon personnalisée sur la situation du salarié en termes de convention collective, en termes de droit au congé, en termes de salaire, etc., qui sont des données exclusivement personnelles, puisqu'elles concernent le salarié, elles sont dédiées à ce salarié-là. Quel est le cadre juridique de l'IA dans ce cadre-là par rapport à, j'interroge ma RH humaine qui va me dire combien je suis payé, quel est mon droit en cas de grossesse, quelle est ma convention collective, etc., etc. Là, puisqu'on passe par une machine, on a un environnement juridique qui va être un peu différent. Donc, on travaille sur cet outil-là et sur cet environnement-là, pareil, sur la base du volontariat, mais là, on a les RH qui sont autour de la table, la DJ, quelques volontaires qui seraient prêts à tester l'outil en grandeur réelle, et puis la chefferie de projet qui permet de dérouler ensuite la mise en place technique de ce chatbot. Mais voilà un exemple relativement simple, puisque toutes les informations sont connues. La seule différence, c'est d'arriver à mixer ces informations pour arriver à... on s'est mis comme objectif de dire le salarié pourra se connecter au chat et dire « Pose-moi 3 jours de congé à la fin de semaine ». Et le chatbot s'occupera de faire l'intégralité des démarches dans les différents systèmes d'information et de lui donner un retour d'information sur l'état de ses congés, etc. Voilà. Donc c'est très simple, très ludique, et pourtant ça pose d'énormes questions derrière sa mise en place. Merci Olivier. Très, très intéressant, très riche, effectivement, ce retour d'expérience. Et merci d'avoir commencé à répondre aux questions. N'hésitez pas à en poser un certain nombre. On n'aura pas forcément l'occasion peut-être de les traiter tous, mais on peut essayer, à travers les interventions des uns et des autres, déjà d'apporter certains éclairages. On va poursuivre cet échange justement sur ces enjeux de gouvernance, de dialogue, avec Anka,
êtes particulièrement évidemment sensible aux conditions de déploiement de l'IA. Qu'est-ce que vous tirez de votre expérience, de vos observations en tant que chercheur sociologue par rapport justement aux enjeux d'accompagner ce déploiement dans le cadre d'un dialogue et d'une gouvernance qui soit effective et répondant à ces enjeux qu'on a évoqués tout au long de notre échange jusque maintenant? Alors, comme je le disais un peu tout à l'heure, et Franca l'a rappelé aussi, et ce qui nous intéresse, Oui. c'est vraiment déployer des outils de l'IA, non pas de manière massive qui viennent entraver le travail, mais voilà des outils qui ont de la valeur ajoutée dans des contextes locaux. Or, ce qu'on voit souvent en termes d'accompagnement, c'est qu'on est beaucoup sur du top-down. Bien sûr qu'on va parler de l'intérêt de l'outil, sensibiliser à l'intérêt de l'outil. On va aider les salariés à maîtriser les fonctionnalités, à se familiariser avec l'outil. On va leur montrer comment coder, comment formuler des prompts, mais ce n'est pas le tout. Voilà, c'est pas parce qu'on a sensibilisé à l'intérêt de l'outil ou qu'on les a aidés à se familiariser avec l'outil, qu'on arrive vraiment à développer des usages. Développer des usages, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, et le résultat d'un processus social. Ou bien sûr, je vais développer des usages en fonction des facteurs qui me sont propres, justement cette aisance, par exemple, à coder, la position que j'ai dans l'entreprise, voilà, le métier que j'ai, mon parcours, etc. Mais ça va dépendre beaucoup de ces discussions aussi collectives que l'on arrive à organiser localement au niveau d'une équipe, d'un projet sur tel outil, quelle peut être la valeur ajoutée pour nous et comment on s'organise pour en tirer le meilleur profit. Et comme je le disais aussi, ça dépend, parfois ça passe par essayer d'adapter un peu l'outil, de le personnaliser, entre guillemets, l'adapter à nos besoins. Et d'autres fois, ça passe par, on essaie de s'organiser différemment, on va se répartir différemment les rôles, les tâches. Il y a des nouvelles tâches, comme je disais tout à l'heure, qui apparaissent, où on va faire une équipe qui va s'occuper plus de la qualité de l'entraînement de l'algorithme. Donc voilà, il y a toute cette partie collective qui est très importante pour arriver à développer des usages vraiment qui nous soient utiles par rapport à notre travail dans des contextes très, très locaux. Et bien sûr, ce qui compte, c'est aussi ce que l'entreprise met en place pour que ces discussions puissent avoir lieu collectivement. Parce que, comme je disais, ces discussions peuvent aussi se traduire par des besoins de moyens, par des changements de l'algorithme. Donc aussi, sur la ligne hiérarchique, il y a besoin d'une écoute nécessaire par rapport à ces changements qui nous permettront d'utiliser l'algorithme Justement, localement. vous Voilà. voyez justement le rôle des managers est-il particulier dans ce cadre-là? Qu'est-ce que vous observez de particulièrement important vis-à-vis des managers dans le cadre du déploiement de l'IA? Oui, mais c'est typiquement ça, c'est qu'ils ont un rôle très important pour orchestrer ces discussions sur la valeur ajoutée des outils et sur la réorganisation du travail localement avec l'outil pour en tirer le meilleur parti. Mais comme je disais, au niveau de l'organisation aussi, il faut qu'ils soient formés, qu'ils soient sensibilisés au rôle qu'ils peuvent occuper, et ils ne sont pas les seuls à jouer un rôle important. Donc, à côté des managers, Olivier en parlait aussi un peu, on est de plus en plus dans un triptyque entre ceux qui arrivent à maîtriser à peu près l'algorithme, en tout cas qui voient bien les possibilités de l'algorithme, entre ceux qui comprennent bien le travail en train de se faire, les managers eux-mêmes, ils sont bien placés, et voir d'autres acteurs comme les acteurs RH qui, eux, peuvent jouer sur l'évolution des compétences. On disait que parfois, voilà, il est important de monter en compétences par rapport à de tels outils. Donc, on est aussi, bien sûr, avec des managers, mais dans un triptyque SI, métier, RH. En tout cas, ces discussions autour du travail, de ce qu'on peut faire avec l'outil, est essentielle pour développer des usages qui nous soient utiles localement. C'est difficile de translater des usages. C'est pas parce que ceux d'à côté ont découvert, au fond, des usages. Bien sûr que c'est intéressant ce qu'ils font, mais il y a souvent plein d'adaptations qui sont nécessaires localement dans un autre cas pour arriver à s'appuyer sur ces outils de manière efficace dans le travail.
Il n'y a pas d'application uniforme, quelles que soient les organisations, et même si elles relèvent du même secteur et autres, il faut vraiment, au sein même d'équipes naturelles, de voir les spécificités qui sont les leurs et comment on peut déployer l'IA. Franca, dans les minutes qui nous restent, peut-être compléter aussi sur ce sujet de gouvernance, vous avez souligné lorsqu'on avait échangé, effectivement, le fait que les salariés n'étaient pas toujours associés, et vous insistez naturellement sur l'importance du dialogue social, hein, qui doit être là pour accompagner l'intégration de l'IA, le déploiement de l'IA. Quels sont les sujets prioritaires pour vous dans le cadre de ce dialogue social qu'il convient de porter pour que les finalités de l'IA soient effectivement en appui du travail humain, pour reprendre les éléments que vous évoquiez tout à l'heure dans votre intervention? Oui, merci pour cette question. Il y a aussi une question sur les chats à propos du débat démocratique. Tout comme dans la société, il serait utile d'avoir plus de débats sur l'utilisation de ces technologies, comment on accompagne les citoyens, comment on les forme, comment on les éduque dès le plus jeune âge. Je pense que ces débats-là, il faudra l'entreprendre sur l'IA ou la technologie ou le monde que nous voulons. On n'a pas de philosophes aujourd'hui parmi les speakers, mais je pense qu'il y a aussi des questions de fond à se poser. Sur la finalité, je l'ai déjà dit, mais aussi sur la société que nous voulons demain et comment on la dessine ensemble. Ça, c'est la première chose. Donc, les dialogues sociaux dans les lieux de travail, c'est le pendant de ces débats démocratiques. Parce que je pense que d'abord, il y a tout un intérêt pour l'entreprise à gagner, c'est la confiance dans ces outils qui, pour l'instant, ont été introduits, surtout l'IA des dernières décennies, avant l'IAG, de manière opaque, voilà, avec plein de peurs. Hein, qui suscitent un peu dans les questionnements et dans la perception, même justifiée ou pas, mais il y a des peurs parmi nos citoyens, il y a des peurs parmi les travailleurs. Donc déjà, faire appréhender, expérimenter, choisir et co-construire avec les travailleurs les usages, en cas ne vient que de les renforcer, ces concepts, me semble essentiel. Alors, il y a des enjeux dont on n'a pas pu parler, mais il y a des enjeux très particuliers et très, je dirais, spécifiques à cette technologie qui est l'IA et aussi à l'IAG. Donc, aussi les questions qui nous traversent, c'est de plus en plus des machines sur lesquelles l'humain peut perdre les contrôles, et les questions du contrôle, de la surveillance au travail, qui sont quand même pas de la science-fiction, mais une réalité aujourd'hui, parce qu'on peut tout contrôler. Et d'ailleurs, certaines entreprises ne s'en privent pas. La question de l'émancipation, je dirais, du travail humain, est-ce qu'on est là pour obéir à une machine qui nous dicte étape par étape ce qu'il faut faire, ou est-ce qu'on est là pour commander, nous, la machine? Donc, vous voyez, est-ce que c'est l'algorithme qui commande l'humain ou le travail humain? Donc, je pense qu'il y a des enjeux de contrôle, il y a aussi des enjeux éthiques. Olivier et Anka l'ont rappelé, les biais, c'est pas que l'humain ne soit pas biaisé dans ses jugements, mais une machine, l'échelle de la production des biais au niveau d'une machine n'est pas celle d'un humain. Et tout ce qui peut être la donnée, hein, il y a aussi une question sur la donnée, comment on la manage. Il y a aussi toute la question des données personnelles et des données collectives. Je rappelle juste un exemple. Aux États-Unis, on utilise les flicages des salariés pour dire comment on peut prévenir l'organisation d'un syndicat. Donc, quel est le consentement qui a été donné? Aujourd'hui, on a des données qui nous échappent, nos données nous échappent, mais on n'a pas explicitement demandé un consentement collectif, individuel, au traitement des données, à la façon dont elles sont utilisées, pour quelles finalités, etc. Il y a des finalités bénéfiques, Olivier en rappelait quelques-unes. Hein. Par exemple, je peux juste accélérer les processus de la pose des congés ou des réponses à des questions RH, etc. Ça, c'est bien, mais où est-ce qu'on en discute? Et donc, je pense que tous ces éléments, les discriminations, les inégalités possibles, les contrôles et l'explicabilité aussi d'une décision. Si la machine prend une décision sur moi qui m'impacte, recruter ou ne pas être recruté, promu ou pas, formation ou pas d'accès à la formation, ben, ça m'impacte, ces décisions. Qui me les explique? Il faut que ces décisions puissent être expliquées par un humain
Et donc, je pense que la valeur humaine, là-dessus, c'est celle-là. On a besoin des relations humaines, Olivier l'a rappelé, je suis tout à fait d'accord. Et lorsqu'on parle des IA, est-ce que demain, on a envie que nos enfants soient gardés par une machine anthropomorphisée pour garder nos enfants ou nos chères personnes âgées, ou est-ce qu'on préfère que ces types de travail restent à l'humain et donc il faut les reconsidérer, peut-être les revaloriser, etc. Donc voilà, des questions fondamentalement sociétales, mais aussi philosophiques et aussi éthiques. Qui sont au centre de ces discussions. Et aujourd'hui, je dois dire qu'il y a très peu de dialogue en France, très peu de dialogue social. Vous avez peut-être quelques chiffres même récents sur le nombre d'accords signés, les accords collectifs et combien ils parlent. Voilà, il y en a vraiment très peu, mais je pense qu'il manque une formation des acteurs du dialogue social. Et ça aussi, c'est quand même une recommandation que j'avais faite au sein de la commission de l'IA. Il faut former. Les choses s'accélèrent, on est en retard, on sera en retard, c'est sûr, mais il ne faut pas aujourd'hui encore tituber, il faut accélérer la formation des enfants, des citoyens et des travailleurs, et aussi la formation des acteurs du dialogue social, si on veut conduire ce dialogue social, et qui peut être aussi une opportunité pour changer et innover ces dialogues. Et oui, et on disait en introduction la rapidité et le caractère transformant fort de l'IA. Et donc, effectivement, les enjeux de formation, il faut trouver cette temporalité, l'aligner autant que possible. Et c'est un vrai enjeu. Merci beaucoup pour ces échanges. Je vais laisser peut-être rapidement Philippe conclure cette conférence en ligne avec vos interventions qui étaient très riches. Je vous remercie tous les trois, Anna, Franca et Olivier, d'avoir participé et témoigné de vos retours d'expérience. En 1 heure, c'est toujours très décent. Très concentré, évidemment. Peux-tu, Philippe, peut-être conclure ce petit webinaire en quelques mots par rapport aux enjeux clés que tu as retenus? T'entends pas. Pardon, Philippe, je pense que ton micro est coupé. Pardon, au-delà de la conclusion et de la synthèse, je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui ont été dites, à la fois qui résonnent beaucoup avec nos travaux qu'on mène au sein de sujet de SAWEN. Il y a un point qu'on n'a pas beaucoup discuté, c'est par exemple le développement des inégalités face au numérique. On pense que ça peut les réduire. D'un autre côté, on sait bien que les soft skills qui sont indispensables à l'usage de ces outils, par exemple sur la capacité de poser des questions précises, parce que sinon la marge d'erreur s'accroît, et la capacité à développer un esprit critique vis-à-vis des réponses, tout ça n'est pas également distribué, quels que soient les profils en entreprise. Donc méfiance par rapport à ça. Et puis je reviens sur ce que disait notamment Anka, sur la question des cultures des organisations. Où on a vu dans le domaine de la santé, par exemple, à quel point la greffe prenait quand on avait des organisations qui savaient être vraiment attentives aux usages, qui savaient mener des expérimentations, qui savaient faciliter, organiser des pratiques, mais qui étaient issues du concret. C'est-à-dire que plus on était en capacité finalement de se nourrir de pratiques développées par les salariés en lien avec les managers de ces outils techniques, plus on arrivait finalement à ce que la greffe prenne à l'inverse, et quand même c'était pas la minorité des cas. On a eu affaire aussi à des cas où on était sur du management très hiérarchique, très descendant, dans lesquels finalement tout fonctionnait un peu une logique d'obéissance, d'ordre, et de fait avec des formes d'appropriation des outils, de méfiance qui étaient où tout prenait du temps, et en tout cas où la confiance dans l'outil n'était pas forcément au rendez-vous. Donc cette culture organisationnelle, c'est pas seulement la formation, en tout cas des individus, c'est pas seulement le design des outils, c'est vraiment savoir travailler sur les organisations, qui est un élément extrêmement important. Et je reboucle un peu par rapport à tout ce qui a été dit. Merci Philippe. Effectivement, conclusion rapide, mais on voit que le sujet est très dense et on a eu un premier passage qui, j'espère, vous a apporté à tous des éclairages et nourri vos réflexions dans vos différentes organisations. À nouveau, encore merci Franca, Anka, Olivier, Philippe et l'équipe Com qui a organisé cette conférence en ligne. Dans la semaine de la transfo, il y a d'autres séminaires, d'autres conférences en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire. On a pu traiter certaines questions un petit peu au fil de l'eau, malheureusement pas forcément tous, mais le sujet n'est pas inépuisable. Mais en tout cas, il nous faudrait d'autres sessions pour le faire. On espère avoir l'occasion de pouvoir échanger avec vous. À très bientôt. Merci et belle fin de journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir.